Good evening, everyone. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous au Musée canadien de l'aviation et de l'espace. Je m'appelle Erin Gregory et je serai votre Master Ceremony. Good evening, everybody. Thank you very much for joining us. My name is Erin Gregory, and I'm the curator here at the Canadian Aviation and Space Museum, and happy to have you here tonight. Avant que nous commencions, je voudrais justement prendre le temps de reconnaître que nous sommes sur un territoire qui est justement un territoire non cédé des populations autochtones algonquins. Nous apprécions beaucoup l'opportunité de pouvoir apprendre et travailler sur ces terres. Alors ce soir, justement, nous allons pouvoir continuer à travailler. Au lieu d'offrir 3 présentations et une séance de questions avec nos conférenciers, l'événement commencera par une courte présentation sur l'histoire de l'aviation royale canadienne et se poursuivra par une causerie avec nos incroyables invités à propos de leur carrière tout aussi impressionnante. Please note that the event will be in English, but for those attending in person, both live French translation and ASL interpretation will be available. For those online, English or French audio and captions, as well as ASL interpretation will be available. Please note that our interpreters will do their best, although they cannot accommodate a translation for every word. Nos interprètes feront de leur mieux pour pouvoir justement traduire le plus vite possible et vous offrir l'interprétation. Alors, je voudrais inviter Mr. Chris Kitsnan, directeur général du musée. Merci, Erin. Je suis très heureux de voir justement un groupe aussi important qui s'est joint à nous. Je suis le directeur général du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Je tiens à vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à la très attendue conférence Kenneth M. Molson 2024, un anniversaire d'haute vol, les 100 ans de l'aviation royale canadienne. I think as Erin said, my name is Chris. I'm the Director General of the museum. Je m'appelle donc Chris Kitten. Je suis le directeur général du musée de l'aviation et de l'espace canadien. Et nous sommes très heureux, nous sommes très honorés de pouvoir justement travailler avec l'armée canadienne, les forces de l'armée canadienne, de l'air canadien. Et nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour justement nous permettre de pouvoir continuer à travailler avec eux. Et ceci continue justement, est une histoire qui a continué, qui nous a permis d'avoir une belle relation qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Alors pour justement le Buffalo City, et qui est aujourd'hui justement, un de nos espaces, dans nos espaces, et pour plus de 60% de notre collection, c'est justement une collection qui vient de l'armée de l'air canadien. Et nous sommes très honorés et apprécions le travail que nous faisons au travers de différents partenariats que nous avons avec l'armée de l'air canadienne. Et bien sûr, nous savons aussi que justement, c'est au travers de leur travail que nous pouvons avoir un pays tel que le nôtre et nous avons les opportunités que le pays nous offre. Nous offrons justement ces expositions pour permettre justement de pouvoir inspirer nos visiteurs et leur permettre de voir la légende et l'histoire qui nous est offerte par ces forces armées. Et justement, nous avons une exposition cette année. Nous en avons aussi une qui ouvrira justement sur l'armée, sur la guerre froide et qui nous permettra justement de pouvoir permettre aux visiteurs d'en profiter de ces moments et de cette histoire. Alors, avant que je ne puisse vous quitter, je voudrais prendre le temps de remercier les différentes personnes qui sont ici et qui nous ont justement aidés, et tout particulièrement pour la Fondation Kenneth Molson, qui justement nous aide à pouvoir offrir ces événements gratuitement à tous ces gens.
Et pour tous justement les programmes qui sont offerts, je voudrais prendre aussi le temps de remercier Robert Rich, qui lui aussi n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais je voudrais reconnaître le temps, ce combien nous reconnaissons et nous apprécions les différentes opportunités de partenariat qu'il nous a offertes, et tout particulièrement pour cette exposition sur la guerre froide. Nous sommes vraiment très appréciants du travail que nous avons pu faire avec le Kenneth Monson Foundation. Alors, sans plus tarder, je vous laisse continuer. Oui, maintenant, je voudrais inviter justement Amelia Podafer, justement, pour parler au nom de la Fondation. Merci beaucoup, Erin. Merci et bonsoir à tout le monde. D'abord, merci pour votre présence ici ce soir. C'est vraiment impressionnant de voir beaucoup de monde qui se sont présentés. Et c'est toujours inspirant d'être ici devant vous pour parler par ces événements qui sont extraordinaires. As the executive director of the Ingenium Je suis Foundation, la directrice justement de l'Engineer Foundation et nous sommes très heureux de justement partager l'histoire de ceci avec vous sur les 100 dernières années. Pour justement plus de 100 ans, nous savons que l'armée des airs, les forces de la mer de l'air ont toujours été justement un exemple de pionniers, mais aussi de pionniers non seulement dans la technologie, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe et inspirer les générations à venir à pouvoir être justement des stars du futur. Et justement, la Fondation Ingenium nous a permis de pouvoir continuer ce travail. Aujourd'hui, justement, la série qui est offerte va pouvoir nous permettre aussi de justement mettre en avant et en lumière les différentes formes de travail et inspirer d'autres. Et je voudrais prendre le temps de remercier et de prendre le temps d'apprécier le travail que nous avons pu avoir et faire avec les forces de l'armée de l'air canadienne. Nous voulons aussi prendre le temps de reconnaître le temps et l'engagement qu'ils ont mis dans tout ce que nous avons pu accomplir sur les dernières années. Et justement, lorsque nous regardons dans le futur, nous voulons justement inspirer la curiosité, mais aussi construire un futur qui nous permettra justement de pouvoir aller de l'avant. merci à tous et je vous souhaite une très belle soirée. Thank you, Amelia. There's no shortage of it. Merci beaucoup, Amelia. Okay, so Alors, I'm now going to nous savons que justement, nous n'avons pas un manque de cette génération qui est inspirée par ces derniers. the Royal Canadian Air Alors, pour justement la célébration des forces de l'air canadiennes sur des 100 ans des forces de l'air canadiennes, nous voulons justement prendre le temps de pouvoir justement vous montrer les contributions qu'ils ont pu avoir au travers de la planète. So what did the RCF Alors, when it was established? à quoi ressemblait justement l'armée, les forces de l'armée canadienne, de l'air canadienne? At the time, À l'époque, il consistait de quelques, justement, de forces de l'armée, et tout particulièrement des réserves de la force armée. Il y avait 62 officiers et qui n'étaient pas des personnes permanentes dans les réserves. Et justement, 4 officiers dans l'aviation d'aviation active auxiliaire. Dans les années 2000, nous avons justement pu voir une recrudescence de la participation, justement, de l'inspiration à participer dans les forces de l'air canadiennes. Et avec justement quelques hommes, et justement, c'est là que l'armée a été reconnue, les forces de l'armée de l'air ont été reconnues comme une entité à part entière. the 1930s, Avec justement les années 1930, nous avons pu voir aussi une différence dans l'histoire.
Avec la Grande Dépression, il y a eu une réduction de la force de la participation dans les forces de l'armée canadienne, mais aussi une grande coupe de leur budget qui a été coupé à moitié. En 1935, on a pu voir justement une amélioration de l'économie et bien sûr l'importance de la croissance de la défense aérienne. Et ensuite, en 1938, justement, quand nous avons eu la guerre de 1939, il y a eu une recrudescence de 45 escadrons qui ont servi. Et à l'époque, seulement très peu de ces modèles d'aviation étaient reconnus comme modernes à l'époque. Alors, nous avions à l'époque plusieurs milliers de personnes qui ont servi justement, que ce soit sur le territoire canadien et ailleurs. Et ils étaient rassemblés dans le commandement des opérations de chasse, dans les forces de bombardement et ailleurs. Et bien sûr, malheureusement, le 17 décembre 1939, le plan d'entraînement aérien de Commonwealth britannique a exigé du Canada de pouvoir participer. 231 sites au Canada, hommes et femmes ont pu travailler au niveau de l'organisation terrestre et plus de 10 906 aéronefs construits au Canada ont participé. Et bien sûr, il y a eu plusieurs endroits où les forces et les participants aux forces de l'armée de l'air canadienne ont pu justement avoir des formations adéquates. Alors, l'aviation, justement, et les programmes de l'aviation étaient liés tous à ce moment-là à ce programme. Alors, entre 1946 à 1991, on a pu voir justement une démobilisation de l'armée de l'air. Les années 1900 ont pu permettre justement au travers de la guerre froide de pouvoir voir un regain justement de l'armée de l'air canadienne. Bien sûr, plus tard, il y a eu un engagement de l'OTAN pour la protection de l'Europe, ou alors le NORAD pour la défense continentale et engagement au niveau du continent américain. Plusieurs radars ont été installés, mais aussi l'armée canadienne, de l'air canadienne a vu son rôle être impliqué aussi dans les rôles nucléaires. En 1968, l'unification de l'armée, ainsi de l'armée de l'air et de l'armée de terre, se sont tous faits sous un même anglais. Aussi, dans les années 60, c'était le début, justement, de la diminution de la participation par rapport, justement, à l'objectif d'une unification. Il a été important de pouvoir permettre aux personnes de pouvoir participer aux organisations ou à l'armée. Dans les années 90, nous avons pu justement voir les différentes participations de l'armée de l'air canadien dans différentes opérations autour de la planète. Non seulement la demande est toujours très élevée, et bien sûr, lorsque l'on parle de la participation de l'armée de l'air, des forces de l'armée de l'air canadienne, cela a un impact sur plusieurs choses. Nous avons eu justement plusieurs participations dans différents combats, des différentes opérations humanitaires en Afrique, mais bien au-delà de cela, aussi la participation contre le terrorisme dans le monde. Mais l'armée de l'air, des forces de l'air canadiennes, n'est pas seulement limitée à pouvoir justement travailler dans des conflits tels que les conflits que je citais avant. C'est aussi une armée qui est impliquée lorsqu'on parle justement des opérations de recherche et de sauvetage, mais aussi lors des catastrophes naturelles où ils apportent leur soutien et leur partenariat aux différentes forces locales. Bien sûr, nous parlons bien sûr aussi des patrouilles et aussi de la garde de la souveraineté. Et voilà, je vous remercie donc pour avoir pris le temps de pouvoir regarder avec moi les 100 dernières années de service et de sacrifice que les forces de l'armée canadienne ont pu offrir sur les dernières années.
Alors, je voudrais justement prendre le temps de pouvoir justement vous présenter nos 3 prochains invités. Alors, je voudrais vous demander, lieutenant-général Lise Bourgeon. Bien sûr aussi, nous avons l'adjudant-chef John Hall et le capitaine Edward Soy. Okay, so first question is a tough one, obviously. Alors, vous pouvez commencer déjà à poser vos questions. On va commencer avec Lise avant de continuer. Alors, comment avez-vous joint les forces armées? It's a very interesting story. I joined. C'est vraiment intéressant. Moi, j'avais joint l'armée pour avoir un diplôme gratuit. Mes parents n'avaient pas l'argent pour m'envoyer à l'université. Alors, j'étais parti à Saint-Jean pour avoir un diplôme. Je me suis présenté au centre de recrutement. Ils m'ont demandé qu'est-ce que vous voulez faire. J'ai dit non, je veux un diplôme. Et ils disent non, 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 choisissez, vous devrez choisir. J'ai dit je ne sais pas. Alors, c'était très intéressant à l'époque. On ouvrait toutes les occupations, les emplois pour les femmes. Alors, donc, il y avait la possibilité d'être officier de logistique. Et finalement, on m'a demandé si je voulais devenir pilote. Moi, j'ai dit, OK, je peux le faire pour 5 ans. Après ça, je vais laisser pour faire autre chose. Alors, voilà comment ils m'ont fait entrer dans les forces armées. Et je suis rentré dans l'armée de l'air. Et puis, je suis tombé amoureux de ça. Et ça fait plusieurs années, à peu près 37 ans. Et presque tous les jours, j'aime ce que je fais. Et vous avez plus de 2000 heures de vol. C'est très impressionnant. Alors, John, vous, quelle est votre histoire? Moi, j'étais un étudiant moins brillant. Les études postsecondaires n'étaient pas forcément pour mon futur. Moi, je voulais faire quelque chose et puis j'étais dans les cadets pendant 5 ans. Donc, j'ai été au centre de recrutement et puis en 1986, octobre, on m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire. J'ai dit technologie ou un technicien, en tout cas une sorte de technologie. Alors, ils m'ont offert, ils m'ont donné celui de Portland, mais je voulais plutôt travailler dans les airs. Mais ils m'ont dit, ben, va à Cornwall et puis après, tu pourrais changer de profession. Alors, je suis parti à Cornwall depuis février 1987 comme un pilote de l'armée. Après, je suis venu à l'armée de l'air en 1985 lorsque les métiers ont été réorganisés. Alors, je voulais faire quelque chose. Je n'étais pas forcément intéressé à faire des études postsecondaires, mais je voulais juste faire quelque chose. Et puis, c'était un bon emploi, et puis c'est devenu plutôt une carrière pour moi. Moi, j'ai essayé de joindre les forces régulières au moins 3 fois. Je voulais particulièrement devenir un pilote, mais j'étais au secondaire, j'étais un cadet de l'air. Mais mes yeux n'étaient pas en bonne forme, donc je n'ai pas pu rencontrer les exigences. J'ai fait quelque chose d'autre. J'ai joint les réserves de l'armée pour enseigner les cadets de l'air. Mais c'est seulement en 2009, quand j'ai fini ma maîtrise, que j'ai pu soumettre une demande. Et puis, avec le temps, on peut, avec la technologie, on peut corriger sa vision, ce que j'ai fait. Alors, j'ai été au centre de recrutement, on m'a dit pour les pilotes c'est fermé. Mais j'ai quand même voulu le faire avant de devenir trop vieux. Et voilà, j'ai essayé, puis me voici ici aujourd'hui. Alors, John, comment ta famille et tes amis ont-ils réagi quand tu as joint l'armée?
Oh oui, j'étais un bébé dans la famille, donc quand j'ai dit à ma famille que je voudrais joindre, j'avais 16 ans. Mon père devrait signer un document pour que je puisse joindre l'armée. Il était un peu nerveux parce que nous n'avons pas des gens de nos familles qui font partie de l'armée. Mais ma maman a dit, ne t'inquiète pas, elle pourra jamais réussir ça, là. Elle va pas rentrer, ils vont pas l'accepter. Pourtant, il a signé le document. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel et on me disait que j'étais accepté. Et ma maman, elle a eu une réaction, c'est sûr. Encore une fois, comme j'étais la plus jeune dans la famille, c'était très bien. Je ne sais pas. Je pense que ils ont vu que j'étais très heureuse et puis ils m'ont juste encouragé. Voilà, voilà. Moi, je dirais que mes parents étaient un peu hésitants quand j'ai voulu rentrer dans l'armée. On n'avait pas non plus d'historique de gens de nos familles qui étaient dans l'armée. Il y avait personne qui avait vraiment fait de l'armée une carrière. Alors, mais quand mes parents sont venus à ma cérémonie de graduation à Cornwall, ils ont vu que vraiment il y a eu beaucoup de changements positifs dans ma vie. Et donc, au départ, c'était un peu difficile, mais par la suite, ils se sont réchauffés à l'idée que je devenais membre de l'armée. Moi aussi, il n'y avait personne dans ma famille qui était dans l'armée. Ma maman n'était pas forcément impressionnée avec l'idée, mais alors, j'étais dans la moitié de ma trentaine quand j'ai voulu joindre l'armée. Les gens pensaient que j'étais un peu fou de quitter mon emploi pour pouvoir devenir membre de l'armée. Je pense que j- alors mon mari Tom, il était vraiment très important, très crucial dans le fait que j'ai pu avoir tout le soutien que j'ai eu pour faire partie de l'armée. Euh, alors, vous êtes deux pilotes, des hélicoptères. Est-ce est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Bien sûr, bien sûr. Les hélicoptères ont de meilleurs pieds et mains. Vous savez, c'est un peu drôle, mais moi, je suis pas comme Edward, comme je voulais pas forcément devenir un pilote. Moi, j'ai juste joint. Quand j'ai commencé à piloter des avions, je n'aimais pas vraiment. C'était dans un beau ciel du Manitoba. On est allé jusqu'à 12 000 mètres, 12 000 pieds. Et je disais, vraiment, c'est vrai ça? Mais c'est ce que vous devez faire quand vous êtes en formation. Alors donc, les hélicoptères ont quand même moins de, 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 de limitations que les avions. Vous pouvez, avec un hélicoptère, atterrir n'importe où. Ce n'est pas le cas avec les avions aux ailes fixes. C'est vrai que les hélicoptères ont, ont des pieds et des bras beaucoup plus fixes que les avions de style jet. Surtout pour devenir pilote de jet, c'était quand même assez exigeant. Et je pense que les deux types de pilotes ont des compétences vraiment différentes. Alors, est-ce que vous pouvez... Je peux vous dire que dans l'aviation de l'air, sans les, l'équipage, les membres de l'équipage sur Terre, vraiment le pilote ne vaut rien. Les officiers ont l'autorité et puis la responsabilité de prendre soin de... euh, nous les formons à devenir des personnes clés. Ils n'ont pas... c'est- Il y a une différence. C'est pas vraiment des penseurs et puis des faiseurs, c'est plutôt une équipe qui travaille ensemble.
tout le monde dans le processus supporte les opérations. Ouais. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Je veux aussi ajouter ici que du côté des forces de l'air, le travail d'équipe est vraiment important. Dans l'armée de l'air, oui, si on me remettait un avion, vraiment, c'est un technicien qui réparait l'avion. Alors donc, moi, je me confiais vraiment au technicien. Donc, il y a une sorte de camaraderie et puis un esprit voilà, d'équipe qui se développe. Donc, sans les techniciens qui nous supportent, on ne pourra rien faire. Vraiment, c'est quelque chose à reconnaître, à souligner. Alors, professionnalisme et puis le travail d'équipe, vraiment, c'est des compétences qu'il faut vraiment avoir. Je ne peux pas être encore plus d'accord que mes collègues par rapport à ça. Juste pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je, je suis rev- je- Just decide which one you want and then give it next. Alors, la prochaine question, Towards training. So c'est par rapport à la formation. Est-ce que vous pourrez nous dire quelle a été votre expérience par rapport à la formation, vos formations respectives? Est-ce que ça vous a brisé? Alors, c'est intéressant. Quand vous venez à la formation de base, vous connaissez rien, à moins que vous ayez des familles, des membres de vos familles qui pouvaient vous parler. Ça fait peur. Ça fait peur vraiment. Alors, de partir d'un civil qui ne connaît rien à un environnement militaire où on te crie là-dessus tout le temps. Alors, mais là, je vous le dis, on ne le fait plus maintenant, on ne crie plus sur les gens. Donc, si vous voulez joindre les militaires, vous pouvez venir à l'armée, il n'y a pas de problème. Mais ils ne peuvent pas vous enlever votre date de naissance ou votre... On peut vous crier là-dessus, c'est vrai, on nous criait là-dessus auparavant. Maintenant, ça n'arrive plus. Mais à un moment donné, vous négligez tout ça et puis vous oubliez tout ça et puis ça fait aucune différence. COVID-19 that stopped them. Alors, est-ce que c'est la pandémie de COVID-19 qui les a amenés à arrêter de vous crier dans la face? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai commencé à 17 ans. Alors, en 6 semaines, j'ai perdu près de 30 livres. Alors, quand ma maman est venue me voir à la première parade, elle ne m'a pas reconnu parce que j'avais perdu tant de poids. C'était vraiment intéressant. Enfin, c'est un bon diète si vous êtes intéressé. La nutrition est bonne dans l'armée. Et vous, Monsieur John? Moi, j'étais à Cornwall pendant 10 semaines. Je pense que c'était un 9 février. Et il y a eu de la neige pendant 9 semaines, je pense. Mais alors, j'ai appris un vocabulaire nouveau très rapidement. Il y avait quelqu'un il y avait quelqu'un de Terre-Neuve, Labrador, et très rapidement j'ai appris de nouveaux verbes, de nouveaux adverbes. Mais on ne fait plus ça maintenant, mais en fait. On a trouvé de meilleures façons d'opérer l'armée et de former les gens plutôt que comme on le faisait avant. Alors donc il y avait une façon de mettre tout le monde sur la même base. Et parfois on pouvait te crier là-dessus quand tu étais en retard, même dans les casiers. Puis en tout cas, c'était pas facile, mais après vous vous rendez compte que c'est fini. Et puis vous prenez les coups et puis plus personne ne vous crie là-dessus, comme au départ c'était le cas. On n'avait pas beaucoup de temps. Vous savez, on n'avait pas beaucoup de temps même de réaliser ce qui arrivait. C'est soit vous étiez en formation, mais vous allez dormir. Ouais. Alors donc, dans la formation de base, vous apprenez très vite à manger très rapidement. Moi aussi, moi j'ai été très récemment en formation. J'avais 34 ans en 2018. Ça fait pas... Alors, si vous avez...
Moi, j'avais pas vraiment l'historique des gens qui ont été dans les cadets pendant plusieurs années et puis tout ça. Moi, de ma perspective, je peux dire que je savais un peu qu'est-ce qui se passait, mais c'était pas complètement nouveau. Tout s'est bien passé pour moi. Oui, vous mangez beaucoup, mais vous travaillez beaucoup aussi. Vous êtes souvent très actif. And do you think that process was 10 weeks? Alors, 10 semaines, est-ce que c'était suffisant pour vous ajuster à la vie militaire? Étiez-vous préparé pour ça ou c'est toujours étranger pour vous? Moi, j'ai eu une formation plus longue. J'ai passé 5 ans dans une université militaire. Et donc, c'était une endoctrination beaucoup plus longue. Alors, c'était ça ma formation, moi, pendant 5 ans. Et vous êtes toujours en formation, même en tant que... Ah, et finalement, vous atteignez voilà, l'escadron qui suit. Et puis là, en tant qu'adulte, vous n'êtes plus comme un débutant. Vous êtes... Alors, le statut de quelqu'un qui est qualifié et puis le statut d'un étudiant qui étudie, c'est pas la même chose. Ouais, quand moi, j'ai atteint l'autre statut, là, j'avais 24 ans à peu près, et puis c'était bien de me voir être traité comme une personne adulte et qualifiée. Et vous, comment avez-vous trouvé ça? Moi, à Cornwall, c'était une année en formation électronique, et puis il y avait toujours de l'indoctrination militaire. Il y avait des parades par semaine, hebdomadaires. Et tout à coup, en mai 1988, quand j'étais supposé aller en Colombie-Britannique, je me suis présenté et on m'a dit, vous n'êtes plus, tu n'es plus un jeune en formation, là maintenant tu fais partie de l'unité, puis là on ne va plus te crier là-dessus tous les matins, tout ça. Moi j'avais fait 5 ans dans les cadets, donc je savais un peu l'esprit dans lequel je me mettais ou l'environnement. Mais en tout cas, c'était bien de l'avoir terminé. Je ne sais pas si j'aurais pu continuer à être dans l'endoctrinement militaire. Ça m'aurait rendu fou. J'étais très heureux d'avoir fini. Mais je pense que j'étais pas mal. Je pense que mon superviseur à l'époque pourrait dire autre chose, mais moi, je pense que ça allait bien. Alors moi, j'ai fini. Quand j'ai fini, j'ai été à Toronto. Et puis de là, j'ai été à Moose Jaw. Et puis après quelques années, pendant la pandémie, j'ai fait ma formation. Et puis j'ai été dans l'état de Moose Jaw. Et puis là, je suis ici comme un snowbird. Ce n'est pas... c'est un chemin très direct. C'est un peu comme un jeu. Tu dois comprendre comment on essaie de te former dans le processus. Et puis ça fait partie du voyage dans la formation d'un pilote. C'est ainsi. Alors c'était comment pendant la pandémie de suivre votre formation? Moi je pense que l'impact le plus gros, c'est que selon où vous vous trouvez dans la formation, l'école avait arrêté pendant 1 mois. Et pendant cette période, il y a des gens qui voulaient aller chez eux. Il y en a qui sont restés à Moose Jaw. Alors quand ils ont repris, il y avait seulement ceux qui sont restés à Moose Jaw. Moi, c'est la situation dans laquelle j'étais. Alors, c'était pas une formation continue. Il y avait un peu de délai, mais... For the two of you haven't gone through Et vous deux, vous n'avez pas fait la formation de pilote? Y a-t-il quelque chose de notable que vous avez reconnu, que vous avez rencontré, où vous vous êtes surpris en train de vous plaindre ou de vous demander qu'est-ce que vous faites, ou est-ce que ça a bien été?
Pour moi, ma panique, c'était au collège, quand j'étais dans l'hélicoptère. Je pense, je- mais je pense que un avion, un jet, c'est beaucoup plus facile qu'un hélicoptère. Comment ça peut être facile de voler un hélicoptère? Donc, quand vous mettez dans un petit hélicoptère pour la première fois, c'est vraiment difficile. Essayez de rester au-dessus d'un champ de maïs ou de fermier, là, c'est même très difficile de faire ça. Ça prend vraiment du temps. C'est comme de la magie, hein? Faire voler un hélicoptère. Ça prend 6 à 7 heures de vol. Là, il y a quelque chose qui tourne dans votre tête et puis là, vous commencez à vous sentir mieux. Mais les 5 premières années, dans un hélicoptère, oh, je me disais, waouh, je ne pourrais jamais réussir ça. Mais là, après un certain temps, ça a juste switché, puis j'ai commencé à pouvoir voler au-dessus d'un champ. Et puis après 10 heures comme ça fait peur, mais si vous n'avez pas peur, donc vous avez quelque chose qui ne va pas avec vous, hein. Mais c'était très agréable. C'est vrai que un avion veut voler, alors qu'un hélicoptère, c'est un peu comme si vous lui demandez de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et donc, je comprends. Ouais, je dois vous dire que moi, les hélicoptères me font peur un peu. Mais la formation de pilote, c'est vraiment intéressant parce que les, les mi- les forces de l'armée veulent que vous volez l'avion, l'appareil d'une certaine façon spécifique. Donc, donc, c'est de ne jamais critiquer. La meilleure façon de réussir la formation, c'est de ne jamais critiquer. Euh, Même si vous voulez comprendre exactement pourquoi on vous exige la façon de faire, vous devrez juste accepter et puis dire, oui, je veux faire ce que vous voulez, alors comment puis-je le faire encore mieux? Pour résumer, il y a, il y a des gens qui avaient beaucoup d'expérience qui vont dans la formation de pilote et puis ne réussissent pas quand même. Il faut être malléable, un peu flexible. Moi, dans mon cas, ça a bien été. Ouais. Alors, mon esprit de travail en équipe m'a permis de l'apporter dans ma formation et puis d'apporter cet esprit qui m'a beaucoup aidé. Y a-t-il des moments où vous vous êtes dit, je ne sais pas ce que je fais, qu'est-ce que je fais ici, je ne sais pas trop? Oui, je pense que après 37 ans, je continue toujours à apprendre. Je ne pense pas que je me suis senti vraiment perdu. En fait, quand j'étais dans les électroniques, j'étais un bon étudiant, donc j'ai compris que j'avais vraiment un truc pour ça. J'ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé à travailler dans les électroniques. Enfin, je peux dire, ça ne m'a pas arrivé, mais mon superviseur, lui, ça, ça lui est arrivé de mettre un petit appareil sur un gros voltage d'électricité, puis il y a eu une fumée, il y a eu un court-circuit. Et là, on a compris que, waouh, il y a beaucoup d'électricité ici, il faut faire attention à ce que nous manions ici. C'était 250 kilowatts d'électricité. Moi, j'ai vu le pouvoir de l'électricité, mais rien de grave qui m'est arrivé. Mais j'ai vu quelqu'un d'autre faire des erreurs qui étaient quand même assez dangereuses. Alors, as-tu décidé de ne plus travailler avec lui? Alors, on va parler d'expérience opérationnelle. Avez-vous une mission dont vous vous souvenez mémorable, dont vous vous souvenez, qui vous rappelle pourquoi vous faites tout ce que vous faites? Moi, j'ai toujours voulu être pilote d'hélicoptère.
des hélicoptères tactiques de l'armée. Alors, j'ai été choisi pour aller, finalement, pour aller en mission, mais la mission a été annulée. Mais j'ai été dans les maritimes, puis j'étais vraiment déprimé. Mais j'ai été finalement qualifié. C'est une grosse machine. Je suis tombé amoureux des forces navales. On dit que être un pilote d'hélicoptère est le meilleur emploi sur un bateau. Mais si vous êtes des forces navales, c'est le pire des jobs. Mais pour moi, c'était agréable. Il y avait un super bel appareil. Et puis, la première année, j'étais dans le quartier, dans la section d'opération. Mes 6 premières années, j'étais pour la plupart du temps déployé. J'ai été dans à peu près 24 pays, dans 34 pays dans mes premières années. C'était très bon. C'était exactement ce qu'on voulait. On voulait être déployé, voir d'autres pays et puis avoir les citations qui viennent avec. Et c'était comment justement pour vous de pouvoir justement commencer et avoir l'expérience dès le départ, de pouvoir justement savoir que vous vouliez être une pilote d'hélicoptère et que vous vouliez justement réaliser ce rêve? Comment est-ce que vous avez pu concrétiser ça? Comment est-ce que vous avez trouvé l'expérience de voyager au travers de tous ces pays et de pouvoir justement avoir des femmes qui étaient aussi les pilotes? Et comment est-ce qu'était la réception par rapport aux autres officiers? Oui, c'est vrai que l'armée de mer était encore très, très fermée. Mais justement, il commençait à ouvrir des postes pour permettre justement aux femmes de pouvoir entrer dans l'armée de l'air. Et c'était justement pour permettre aux femmes de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir. Et je sais qu'une fois qu'on commence dans les forces armées, c'est toujours, ça a toujours été la réputation justement de l'armée de mer, c'est d'être connue comme une des plus difficiles à pouvoir intégrer. Et c'est pour ça qu'il était justement important justement pour moi, de pouvoir intégrer. Et je voulais justement participer à différentes opportunités qui étaient offertes sur les mers et sur les eaux partout dans le monde. J'avais eu justement l'opportunité de pouvoir justement atterrir. Oui, je le dis publiquement. J'ai dû parfois aller, par exemple, aux toilettes et dû mettre justement avec mon casque et parmi eux, il y en a qui réagissaient en disant « Oh mon Dieu, c'est une fille !» Et j'ai dû confirmer « Oui, je suis une femme. » Mais aujourd'hui, je vois que, par exemple, quand je justement suivais un officier japonais et puis j'étais en train de me dire « Mon Dieu, ces toilettes sont tellement loin » parce qu'on était sur un navire. Et en fait, ce qu'il était en train de me montrer, c'était en train de me montrer à tous les officiers qui étaient sur le bateau et de leur dire, sur le navire, et qui leur disait, ce sont des femmes, c'est une femme, c'est une femme. Et c'est justement après, quand j'ai réalisé qu'on a dû faire demi-tour pour que je puisse me rendre aux toilettes, c'est vrai que ces moments-là peuvent être des moments considérés comme des moments de défi, mais c'est aussi des moments d'apprentissage qui nous permettent justement de pouvoir apprendre. Et oui, c'est vrai que c'était un long moment. Alors, la plupart du temps, justement, par exemple, il y a un tube que la majeure partie des hommes peuvent utiliser, mais ça ne fonctionne pas toujours, ce n'est jamais pratique non plus pour les femmes. Donc oui, c'est sûr que quand, par exemple, on s'arrête pour aller prendre de l'essence ou des choses comme ça, ou alors qu'on s'arrête pour quelques occasions opportunes, j'en profite aussi pour justement prendre une pause toilette. Oui, je sais que pour vous, adjudant, je sais que pour vous, ça ne serait pas la même chose. Oui, non, je ne dirais pas que c'était la même expérience.
Mais je dirais que oui, lorsqu'il y avait des opérations ou des opportunités où justement, par exemple, je me souviens d'une situation où il y avait un des chefs à Hawaï où justement nous avions 2 tours et nous avions des shifts de nuit et de jour. Et souvent, c'était quand le soleil se levait et quand le soleil se couchait. Et puis justement, lorsque l'opération a commencé, il y a eu justement une correspondance avec aussi le commencement des événements au Kosovo. Et ce qui a dû justement faire où on a dû malheureusement faire des changements parce que nous avions justement un partenariat et des situations dans lesquelles nous devions participer sur un plan international. Et pour certaines personnes, justement, ne voulaient pas que nous soyons engagés dans certains de ces événements. Et c'était vrai qu'au travers de cette mission, bien que c'était une mission qui était plus ou moins à pied levé, c'était important de pouvoir voir comment est-ce que les Canadiens ainsi que les Américains pouvaient justement participer. Et puis, nous avions travaillé aussi avec les Italiens. Donc, c'était très intéressant de voir comment est-ce que ce partenariat et cette façon de travailler avec différentes armées du monde pouvait justement. Ou par exemple, on s'est rendu compte que dans certaines armées, certaines personnes avaient justement un emploi à faire et qu'ils se spécialisaient là-dedans. Alors que nous travaillons énormément sur justement la construction de l'équipe. Et c'est de pouvoir justement gagner de cette expérience, d'apprendre de cette expérience, de pouvoir apprendre de toutes. J'ai justement aussi voyagé dans 54 pays. Donc, nous avons pu aussi, par exemple, voyager en Bosnie, où nous restions un tout petit peu en dehors de la zone de guerre. Par exemple, je me souviens justement du chemin que nous avons fait de Sarajevo en allant sur les territoires où les conflits étaient plus présents. Et ça, ce sont des expériences. Justement, par exemple, c'était l'une des expériences les plus accomplissantes que j'ai pu avoir. Où justement, nous étions avec le président, nous avions les premiers ministres qui, justement, étaient aussi accompagnés, ce qu'on voit. Et de pouvoir faire ces expériences, justement, nous a permis de pouvoir gagner aussi beaucoup dans nos compétences. Et comme nous avons travaillé aussi à Sarajevo, quand justement nous avons un territoire qui est bombardé et puis que vous êtes dans une zone où vous savez que et puis que vous savez que par exemple c'est une zone qui est visée parce que par exemple là en l'occurrence c'était là où les journalistes restaient et nous devions justement nous assurer de la sécurité de tout ce personnel international. Et vous pouvez justement voir au jour le jour les conséquences qu'il peut y avoir sur justement les différents déferlements de bombardements qui peuvent y avoir sur la ville au fur et à mesure que vous travaillez dans ces zones. Et justement, quand on voit, parfois on arrive à échanger des messages sur les réseaux sociaux avec certains de nos anciens collègues et puis justement ce sont des souvenirs qui nous reviennent. Comment est-ce que justement vous trouvez que lorsque l'on travaille avec des équipes qui viennent d'ailleurs, est-ce que c'est plus efficace ou moins efficace? Moi, je pense que justement, parfois, c'est moins efficace puisque justement, l'exemple dont je peux me souvenir, c'est d'avoir travaillé avec des collègues américains et où justement, souvent, ce sont des choses où, par exemple, nous sommes obligés d'aller dans le fond, dans les explications au fond, pour justement leur expliquer le fonctionnement de certaines choses. Et juste, nous, par exemple, nous changeons rapidement les choses. Nous sommes plus dans l'efficacité et dans l'application, alors que beaucoup de fois, par exemple, aux États-Unis, les Américains, eux, ils ont tendance à avoir des règlements et des étapes à suivre. Oui. Donc, la plupart du temps, c'est justement de se souvenir que le plus important, c'est de pouvoir résoudre le casse-tête. Alors, je ne sais pas, on ne peut pas dire vraiment qu'il y a eu des missions en tant que telles, mais est-ce que vous pourriez nous parler par rapport à votre expérience? Oui, alors cette année, c'est justement la première opportunité que je vais pouvoir avoir de faire quelque chose de plus ou moins opérationnel.
et de pouvoir être participant, être complètement intégré dans cette passion. Personnellement, beaucoup de mon travail était focalisé sur justement l'histoire. Et ça m'a permis de pouvoir justement avoir l'opportunité de pouvoir me connecter et de pouvoir apprendre beaucoup de cela. Et bien sûr, comme j'ai aussi fait justement un apprentissage, une formation de pilotage bien avant de pouvoir joindre l'armée, c'est toujours très intéressant de pouvoir parler justement à différents individus, à différentes personnes avec des expériences qui sont intéressantes et avec lesquelles je sais que je peux apprendre. Et comment est-ce que justement on peut en arriver à résoudre ça? Oui, alors justement, pour les Snowbird 10, est-ce que vous pourriez justement parler de vos expériences et de ce que vous faites? Oui. Oui, on peut aller jusqu'à... Alors oui, justement, les Snowbird ont justement volé depuis plusieurs années. Oui. Alors, l'avantage, c'est que ces avions sont des avions qui peuvent aller et qui, justement, peuvent faire la promotion du travail que les forces armées de l'air canadiennes font. Et c'est très important, justement, de pouvoir faire le suivi sur le terrain, de leur démontrer les expériences qui existent et tout particulièrement aussi de pouvoir développer l'intérêt de la population vers les forces de l'armée de l'air canadienne. Au-delà de cela, c'est aussi de pouvoir justement voir les opérations qui sont faites et bien sûr de aussi reconnaître qu'il y a aussi une demande et une nécessité pour les pilotes. Oui, alors justement, il y a des critiques qui... Qu'est-ce que vous dites par rapport aux critiques qui justement sont contre l'usage des tutors? Nous savons que nous en avons quelques-uns ici. Oui, vous êtes en train de parler justement à une personne qui travaille avec, donc je n'irai dire définitivement pas contre cela. Je comprends que certaines personnes peuvent avoir une critique par rapport à cela. Et je sais que oui, il y a beaucoup de personnes qui souvent ne le savent pas, mais ce sont souvent des avions qui sont utilisés pour les pratiques et les entraînements. Oui, et ce sont justement des avions qui sont souvent très présents lors des démonstrations où le public est présent. Oui, il y a certains éléments qui ne sont pas idéaux. Bien sûr, parce que justement, par exemple, en termes de protection de l'environnement, ce n'est pas toujours le plus apte à respecter l'environnement. Mais ce n'était pas non plus un avion qui a été justement construit avec cet objectif. Oui, alors justement, l'une des caractéristiques, c'est de pouvoir justement avoir eu ces avions l'un côté de l'autre et que justement, ça facilitait la critique. Oui, c'est sûr que c'est vrai que parfois, justement, lorsqu'on parle des tandems, c'est souvent, beaucoup de fois, la critique vient de cela. Mais en termes de, par exemple, d'avantages pour les pilotes et en termes d'espace pour les pilotes, le cockpit est différent. Et c'est sûr que oui, dans ce genre de cas, souvent, c'est aussi parce que tu dois t'asseoir d'un côté ou d'un autre. Alors, pour justement les pilotes, nous avons justement 11. Et puis, sur les 11, nous avons un qui est bien sûr celui qui va diriger la patrouille. Et ensuite, à partir de là, nous en avons d'autres aussi qui sont là. Pendant l'hiver, nous faisons beaucoup justement de travail pour la préparation. Et vous avez dû sûrement en avoir d'autres. Et la plupart du temps, c'est souvent justement le chef d'équipe qui va justement pouvoir faire le contrôle et le suivi de tout cela.
Et puis, bien sûr, nous avons toujours aussi le pilote qui s'assure d'avoir de la sécurité et qui couvre la sécurité. So Lisa and John, this question is kind of about like what particular Alors, quelle expérience, Monsieur John, quelle est l'expérience que vous avez eue que vous a aidé à avoir le poste que vous avez maintenant? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Il n'y a rien qui est grave avec un pilote qui veut continuer à piloter pour toute sa vie. Mais moi j'ai une capacité d'attention très, très courte. Donc, après 3 ans, je m'ennuie. Alors, donc, j'ai eu l'opportunité de changer d'emploi. Et j'aime beaucoup voler. Mais j'aime aussi les humains, puis le leadership. Alors, pour moi, c'était un chemin naturel de continuer dans la carrière que j'ai choisie au point de devenir lieutenant général. Alors, il ne faut pas avoir peur d'essayer quelque chose de nouveau. Et puis, dans chaque emploi, on apprend quelque chose de nouveau qui nous améliore et puis vous continuez. En fait, on ne décide pas qu'on va devenir un haut fonctionnaire. En fait, on continue à travailler jusqu'à ce qu'on arrive là. Alors, vous devez être humble et puis vous devez être vulnérable, sachant que nous ne connaissons pas trop tout et que chaque nouvel emploi apporte de nouvelles connaissances. Vous rencontrez de nouvelles personnes, vous faites de nouveaux changements et cela bénéficie à la nouvelle génération. Et vous, Monsieur John, excusez-moi, je pense que c'est la même chose que Lise vient de dire. Il faut être confortable à l'idée de ne pas être confortable. C'est la volonté de ma famille à me soutenir pendant que je voyageais d'endroit à endroit pour le travail. Mais il y a un moment clé quand j'ai été promu. Le chef de l'unité à l'époque il était comme le numéro 1, un grand leader à l'époque, et il m'a demandé de venir dans son bureau et il m'a donné quelques conseils. Il a vu quelque chose en moi que moi je ne savais même pas. Et il m'avait défié et il m'avait donné quelques conseils et cela vraiment m'a mis sur la voie de la réussite et d'où je suis venu. Aujourd'hui, je n'ai jamais aspiré à devenir adjudant-chef, mais c'est la vie qui m'a amené à ça. Sur l'aile, moi j'avais l'ambition de devenir un technicien, puis et moi j'étais heureux de faire ce que je voulais faire, le technologue que j'étais. C'était agréable, c'était par rapport à aider les gens, c'était un rôle. Mais alors donc, le rôle de chef que j'ai maintenant, c'est un job où il faut vraiment apprécier les gens et puis aider les gens. Et je pense que j'ai réfléchi sur tous les conseils qu'on m'a donnés, puis j'ai mis ça en application. Et l'expérience que j'ai acquise auparavant aussi m'ont préparé. Je ne donne pas tous les... Quand je donne des formations aussi, je ne donne pas tous les secrets, mais je partage mon expérience avec les gens. On fait des choses parce qu'on veut les faire. Ce n'est pas une question de destination, c'est plutôt le voyage, le cheminement. Et souvent on oublie le cheminement. Oh, le cheminement est tout aussi important. Il faut se rappeler de vivre dans le moment. Alors, Ed, est-ce que après Snowbird, vous voulez faire autre chose? Avez-vous quelque chose, un cheminement qui vous intéresse dans l'avenir?
Moi, je vis vraiment dans le moment. Donc, ça fait 4-5 mois que je suis pilote. Je, je, oui, avec nos calendriers qui sont déjà publiés, j'ai une bonne idée de ce que l'été va ressembler. Mais après ça, je ne sais pas trop. À un moment donné, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des opportunités même dans les musées, hein. Euh, alors, voici la beauté de ne pas connaître le futur, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. So John, you touched on the support of your family and how integral that has been. Alors, John, vous avez parlé de le support de votre famille qui a été très intégral à votre avenir, mais moi, j'ai été très chanceuse. J'ai rencontré mon conjoint dans les maritimes et il travaillait dans le secteur aussi. Puis, on a eu 2 beaux enfants aujourd'hui qui sont dans l'armée aussi. Ils ont vraiment de très bons emplois et ils ont eu leur formation payée par l'armée et puis aujourd'hui ils sont sur le chemin. Effectivement, je ne serais pas ici si j'avais pas le soutien de ma famille. Mon mari me soutenait comme s'il y avait pas un lendemain. Et puis c'est comme un travail d'équipe, hein. Et j'étais une maman, j'étais une femme. C'était toujours un défi, mais je soulève mon chapeau pour mon mari qui m'a soutenu parce que je suis ce que je suis grâce à lui. Et il a été très patient. C'est pas facile de, de bouger et puis de faire tout ce qu'on a fait. On regarde ouais, quand vous prenez de l'âge, de l'ancienneté, vous vous rendez compte de l'importance de l'équilibre travail et vie. Alors, si vous ne pouvez pas avoir la quantité, vous devez vous concentrer sur la qualité plutôt. Comment on fait ça? Mais c'est souvent avec l'aide de la famille. Et vous, dans votre expérience, y avait-il des critiques comme maman voyage beaucoup, elle est souvent hors de la maison? Mais c'est toujours intéressant, ma maman et puis ma belle-mère, c'est une autre génération. Normalement, ma maman va se lever puis servir mon papa. Et puis moi, je disais, ah, mais non. Mais alors, maman disait toujours, comment tu peux être déployé et puis laisser les enfants? Et puis moi, je dis, mais voici le papa, il est tout aussi qualifié que moi pour rester avec les enfants. Et il faut réaliser que si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas. Il n'y a pas d'élection contre vous. C'est comme John. Alors, la famille bougeait quand j'étais déployé. Puis quand je revenais, il y avait toujours une nouvelle cuisine ou de nouveaux cabinets. Mais c'était toujours beau. Je n'ai rien changé pendant 6 mois. Je me suis assise. Quand tu n'es pas là, tu n'obtiens pas d'élection de vote. Alors, la personne que tu laisses derrière doit prendre l'autorité. Et puis moi, mon mari, il a très bien fait. Et puis, je vais continuer à garder cette histoire et cette opinion, cette position. Je ne pense pas qu'il écoute en ce moment. Et John, par rapport à vous, moi, je dirais 3 choses. Ça fait presque 35 ans que ma femme me supporte. Donc, je dois peut-être avoir réussi quelque chose jusqu'à là. Mais il y a 3 points qui ont eu vraiment un impact sur la famille. La première chose, février, mars 1995, j'ai fait un tour. J'étais à British Columbia, à Trent. J'étais juste en dehors de Trenton, à peu près 30 minutes de la base. Alors, la journée de la Saint-Valentin de 1995, elle était sortie, Teresa, avec l'enfant de 5 ans et puis de 3 ans, dans une nouvelle province
ils n'ont jamais vécu. Et puis dans une communauté où ils connaissent personne. Et puis on était à 30 minutes de la base. Vraiment, c'était vraiment un espace ou un environnement bizarre où être. Et puis je recevais souvent des emails, des correspondances, des appels. Et donc il y avait cet impact-là. Et puis je dirais jusqu'en 2010, nos deux plus vieux enfants ont fini leur graduation et gradué avec les enfants avec qui ils ont commencé l'école. Mais la fille, elle, en 2010, elle est venue à Ottawa. On a enlevé de son groupe d'amis à Ottawa. Alors, il y avait vraiment un impact négatif par rapport à ça. Et puis, Teresa, elle est, elle est repartie à l'école, elle a gradué à l'école la même année que notre garçon, ce qui est impressionnant malgré tout ce qu'elle faisait. Elle est devenue une assistante en éducation et puis moi, j'ai été mis dans j'ai eu la promotion actuelle dans cet emploi que j'occupe depuis. Alors donc, dans ma 28e mois, alors elle, à chaque fois que on bougeait, elle perdait de la seniorité, elle devrait reprendre. Et jusqu'à la dernière fois, elle en avait vraiment marre et puis elle voulait vraiment prendre sa retraite parce qu'on avait quitté la Saskatchewan pour le Manitoba. Mais c'était difficile pour elle pour maintenir sa profession. Donc moi, vraiment, elle a suivi mon succès. Donc toute la famille a vraiment réussi malgré ma carrière. Malgré ma carrière, ils ont réussi. Mais quand je vais retraite, quand je vais prendre ma retraite et peut-être faire un discours, c'est la partie la plus émotionnelle, je pense, de mon discours. Alors moi, la fleur, quand j'étais enfant, c'était les pissenlits. C'est l'image des pissenlits que j'avais comme une famille. Quand on bougeait, c'est comme on nous déracinait d'un endroit à l'autre. Donc, les enfants, c'est de nouvelles écoles, nouveaux amis. Et puis, un peu comme des pissenlits, là, ils grandissent et puis ils éclorent. Ouais. Et puis, la force derrière l'uniforme, vraiment, c'est la famille. Sinon, on ne pourra pas être ce qu'on est aujourd'hui. Absolument pas. Et vous, Ed? J'avais déjà dit au départ un tout petit peu. Oui, à travers les amis, je vois les défis de maintenir un emploi. Moi, j'ai été très, très chanceux de ce point de vue. Tom travaille pour une firme de consultation nationale. Ils ont des bureaux partout. Quand on était en 2019 à Montchamp, il avait l'autorisation de travailler depuis la maison. Donc la pandémie n'a pas changé sa vie de professionnelle. Alors, lui, il est très heureux que tout le monde maintenant s'est rattrapé, puis utilise maintenant Zoom et connaît tout ça. Alors, moi, je suis très reconnaissant pour mon partenaire, mon mari qui m'a toujours soutenu. Alors, quitter Toronto pour Moose Jaw, ça, c'est vraiment choquant. Mais ça continue à être bénéfique pour nous parce que là, moi, je vais avoir l'opportunité de voyager beaucoup l'été. Mais lui, il n'est pas toujours intéressé par ça. Mais en tout cas, c'est bon d'avoir des choix. Alors, nous avons à peu près 15 minutes qui nous restent. En regardant, en faisant une rétrospection, Ed, tu pourrais parler par rapport à ton expérience ici aussi. Comment décrivez-vous votre expérience dans les forces armées et particulièrement dans les forces de l'air? Est-ce que ça a toujours été positif? Y avait-il des problèmes? Pour moi, ça a été incroyablement positif.
avec l'idée de quitter après 5 ans. Et puis cette porte s'est fermée. Et il y a eu des opportunités après des opportunités. Et puis 20 ans de service sont passés. Et puis là, j'ai changé de carrière d'ici à là, d'ici. Et puis c'était toujours de nouvelles opportunités, promotion. Moi, j'ai même oublié de, de quitter comme j'avais promis après 5 ans. C'est pas toujours facile parce qu'il faut il y a des changements de culture. On est parti de l'intégration des femmes à l'inclusion aujourd'hui. À l'époque, quand on parlait d'intégration en tant que femme, il fallait vraiment cacher qui on était. Mais aujourd'hui, on parle d'inclusion et puis on est permis d'être qui nous sommes. Oui, je suis une femme. Oui, je suis une maman. Oui, je suis une femme. Et puis ça, c'est correct. Ça n'a pas toujours été comme ça au niveau de la culture de l'armée. Alors, c'est vraiment un soulagement de ne pas avoir à se cacher et puis changer ou modifier qui nous sommes ou notre caractère. Et nous travaillons toujours pour ça. Alors donc, pour moi, ça a été vraiment un succès. John, vous direz la même chose? Alors, en rétrospection, je ne peux pas dire que j'aurais pu faire autre chose. Je n'aurais pas pu apprécier ou aimer autant une autre carrière que celle-ci. Si je devrais la refaire, je la referais. Moi, j'ai vraiment supporté mon garçon quand il a décidé de vraiment joindre. Je me suis dit, j'espère qu'il va pouvoir avoir les mêmes aventures et puis expériences que moi. Moi, j'ai beaucoup aimé en tant qu'emploi qui est devenu carrière. J'ai trouvé ma niche et puis j'ai vraiment suivi. Et j'ai suivi le défi. Le défi de changer de technologie et puis de se retrouver dans différentes situations. Et puis le futur a pris soin de lui-même parce que j'étais concentré dans le moment au fur et à mesure. Et vous, Ed? Moi, je regarde et puis tout s'est bien passé pour moi. Il y a toujours à un moment donné où il y a des points de décision où les choses peuvent se passer comme vous voulez ou pas. Vous pouvez ne pas réussir le test de pilote. Vous pouvez choisir. Les gens viennent avec des désirs ou des souhaits spécifiques, mais parfois ils ne reçoivent pas tout ce qu'ils veulent. Pour moi, je voulais faire partie de... Je voulais être un instructeur, mais il n'y a aucune garantie dans le processus de soumission pour les snowbirds. Moi, en y pensant, tout ce qui m'est arrivé était spécial. Je ne savais pas exactement à quoi allait ressembler le futur, mais ça a quand même bien fonctionné. En y pensant en arrière, c'est un peu stressant quand on traverse la formation de militaires pilotes, là, c'est vraiment difficile, mais on est tous conscients que ça peut fonctionner ou pas, peu importe voilà, où on se retrouve, on peut toujours avoir une très belle carrière et puis une belle expérience et on finit toujours par aimer. Et je pense que Ed a un secret ici, ouais, c'est que quand une porte ferme, une autre s'ouvre. Et puis vous pouvez regarder la vie et dire, oh, je n'ai pas eu ce que je voulais. Ou vous pouvez vous concentrer sur ce que vous avez obtenu et puis vous faire travailler, fonctionner cela. Et c'est comme ça que les gens qui réussissent, c'est en restant positif et en acceptant les opportunités qui viennent sans fermer les portes. Parfois, on ne sait même pas ce qu'on veut, on pense qu'on sait ce qu'on veut, mais à la fin, ça finit par fonctionner correctement. Alors, ne pas fermer les portes et puis garder un esprit ouvert, c'est ce qu'il faut, ouais. Oui, je suis bien d'accord. C'est vrai que cela peut appliquer d'ailleurs à beaucoup de choses. Alors, je voulais justement peut-être passer justement à la projection. Alors, vous avez justement parlé des difficultés que l'armée a à recruter. Quelles sont vos pensées ou vos observations par rapport à ce qui doit justement être fait de façon à pouvoir aider et à soumettre? Alors, si je pouvais avoir une réponse à cela, ça serait tellement formidable.
Mais il est vrai que nous savons que nous sommes tous en train de regarder, ou nous avons tous entendu des gens qui regardent et qui voient l'armée canadienne, les forces de l'armée canadienne comme justement une option qui n'est plus vraiment une option. Je sais qu'il y en a beaucoup justement qui, par exemple, se disent que tu dois passer 25 ans dans l'armée, mais ce n'est pas vrai. Tu peux y passer 5 ans, tout comme tu peux y passer comme nous autres, justement plusieurs années. Oui, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, des mères, des grands-mères. Ce n'est pas une question de jeunesse. Je pense que c'est aussi la réputation que la force de l'armée canadienne ont, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements. Nous avons besoin justement aussi de travailler au sein justement de la cave, de pouvoir comment est-ce que nous pouvons aider et soutenir la population générale à nous voir comme une opportunité. Nous avons, oui, des opportunités d'emploi pour toutes les personnes, que ce soit vos nièces, vos enfants, vos neveux. Tout le monde peut avoir une opportunité. Vous pouvez aller justement sur notre site web et puis justement voir, je vous promets, vous ne le regretterez pas. Oui. Oui, je pense que justement en 2024, c'est justement une opportunité de pouvoir permettre à l'armée, les forces armées de l'armée canadienne, de pouvoir justement regarder et voir comment est-ce que nous pouvons changer et inspirer les générations futures. Lorsque l'on regarde justement le futur de notre armée, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons aider et à projeter les différents projets, à créer des nouvelles plateformes qui vont nous permettre de pouvoir justement démontrer au travers de ces nouvelles technologies l'importance et surtout l'impact que l'armée et les forces armées canadiennes peuvent avoir sur les populations, mais aussi justement être des innovateurs qui vont pouvoir apporter justement ces nouvelles technologies sur les plateformes populaires. Je sais que par exemple, pour l'une des plus grosses modernisations qu'il y a eu ces dernières années, c'était justement énormément sur les avions et sur l'aviation qu'il y a eu et les différents avions et bien sûr autres outils que nous utilisons dans l'armée de l'air. Et je pense que c'est justement une opportunité de pouvoir continuer à aller de l'avant et tout particulièrement de nous connecter avec les communautés canadiennes et pouvoir permettre, par exemple, d'aller dans les écoles et de pouvoir permettre justement au musée ici d'être un tout petit peu notre porte-parole, de pouvoir justement nous connecter aussi avec le programme des cadets, de pouvoir justement nourrir cette historique que nous avons et de pouvoir permettre d'inspirer justement les populations et les générations futures. Je pense que nous avons besoin vraiment de nous remettre en contact et de pouvoir créer un partenariat solide avec justement les cadets, les programmes des cadets, mais aussi de pouvoir engager et puis recruter au sein des jeunes et de la jeunesse. Justement, parlant de cadets, un d'entre eux, oui, justement, l'une des choses que moi j'ai appréciées, c'est d'avoir pu avoir eu plusieurs carrières et d'avoir pu apprendre de ces dernières expériences. Celles-ci m'ont permis de pouvoir justement être mieux préparée. Je pense que justement, la plupart du temps, les gens ont du mal à comprendre l'importance parce qu'en tant que Canadien, souvent, on se voit comme un pays plutôt neutre. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu une formation de pilotage que vous ne pourrez pas justement intégrer, par exemple, l'armée de l'air. Je pense qu'on peut commencer n'importe où et c'est justement l'une des choses que les gens apprécient le plus, c'est que l'armée vous ouvre ses portes à partir du moment où vous avez quelque chose à apporter ou vous êtes intéressé à apprendre de celle-ci. Oui, je sais que souvent, on me demande pourquoi est-ce que j'ai décidé de devenir pilote et souvent, je leur réponds que ce n'est jamais trop tard. C'est quoi l'âge justement où on ne peut plus entrer? Et il me semble que c'est 48 ans et c'est justement l'âge où on considère que vous devez avoir le temps d'avoir justement la formation adéquate.
Et je viens de voir quelques, justement, recrues potentielles ici. Donc, vous devez avoir, l'âge de recrutement, c'est jusqu'à 48 ans, de façon à pouvoir une formation et un retour, justement, sur l'investissement pour l'armée. Oui, si vous voulez justement pouvoir permettre d'avoir un monde de différence où vous voyez le monde, je pense que justement, c'est une belle opportunité. Oui, je sais. Oui, je suis payée au nombre de personnes recrutées. Donc, si vous avez besoin, venez me voir, j'ai des cartes de visite. Mhm. Oui, oui, vous auriez raison de demander 10% pour chaque recrue. Alors, nous avons 5 minutes qui nous restent. Qu'est-ce que vous pensez que justement les forces de l'armée canadienne vont avoir l'air ou l'impact que cela a? Alors, de plus en plus, on voit justement des outils de travail, comme les drones et tous les autres, vont peut-être changer justement la vision que la population a. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la technologie va pouvoir nous aider à aller de l'avant, mais la réalité est que lorsqu'on a besoin de quoi que ce soit, nous avons besoin des personnes. Et je pense que justement, c'est au travers du travail en équipe, du respect que nous avons dans les forces de l'armée de l'air canadienne, que nous arrivons à construire justement des communautés solides et que nous pouvons vivre les uns avec les autres. Oui, je suis d'accord. Oui, souvent, le commandant et moi, nous allons souvent et nous essayons de voir, quand nous sortons et que nous regardons justement nos pelotons pour voir à quoi ressemblent ces pelotons, on réalise que nous avons aussi une population qui est assez jeune. Nous savons que justement, lorsque nous regardons aussi ces pelotons, nous voyons énormément de personnes qui sont de cultures différentes. Nous sommes donc en train de construire sur comment construire des personnes qui ont du caractère pour l'institution, surtout quand on parle de respect et d'inclusion. Et justement, c'est cela quand on parle de force de caractère, qui est très important. Mais je sais que pendant une période, nous n'avons pas été connus pour ça, mais nous sommes en train de nous améliorer. Et nous sommes en train d'arriver à un meilleur moment. Et je pense que justement, la technologie artificielle, l'intelligence artificielle va peut-être nous permettre de pouvoir faire certaines choses plus rapidement, mais définitivement, l'effort des individus et le travail des individus sera toujours l'un des facteurs les plus importants. Et tout particulièrement lorsque l'on regarde comment nous évoluons vers une 6e génération. Et c'est aussi très important de pouvoir justement nous souvenir de toujours prendre le temps de réfléchir sur ce qui est important, puisque lorsque nous regardons les piliers sur lesquels sont fondés justement notre travail, il est très important de pouvoir voir justement par rapport au changement qu'il y aura eu dans les 5 ou 35 ans. Oui, alors pour moi, je suis toujours un tout petit peu, Moi, je regarde toujours aussi ce qui s'est passé dans le passé. Lorsque je parle des 35 années, je pense aux 35 dernières années. Nous regardons par exemple ce qui s'est passé dans les 35 dernières années. Nous avons eu énormément d'évolutions. Il y a eu des changements. La culture justement de l'armée a changé aussi. Nous avons construit beaucoup sur l'inclusion. Et quand je pense justement au futur, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements au niveau organisationnel. Nous allons avoir justement aussi beaucoup de changements au niveau local. Mais j'espère aussi qu'il y aura du changement sur plusieurs choses. Lorsque l'on regarde de là où on a commencé et où nous sommes aujourd'hui, il est très important. Et je pense aussi que c'est très important de voir justement les différences qui se sont construites au cours de ces dernières années. Oui, alors je manque. Je suis désolée, j'avais beaucoup de mes propres questions. Alors je vais justement prendre peut-être 10 minutes pour permettre à l'audience de pouvoir poser les questions. Oui. Alors, So that box is a microphone. So if anybody has any questions, throw it at
Alors, cette boîte, c'est un microphone. Si quelqu'un a une question, on va vous la jeter, vous l'envoyer. Elle est douce, ne vous inquiétez pas. Alors, on va vous la lancer. Alors, je suis curieux par rapport à tous les initiaux après vos noms et puis vos grades. À quoi ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je peux vous dire que Alors, donc, je peux vous dire que le CMM, c'est le centre MMM, même, c'est juste un autre rang. Pour moi, le ADEC, j'aime beaucoup je, je suis un aide de camp, donc le ADEC, ça représente aide de camp. Et CD, c'est pour représenter 12 ans de service. Y a-t-il une autre question? Alors, et voilà. Alors, merci beaucoup. Avant de poser la question. Je ne fais pas partie de l'armée canadienne, mais je suis un peu vieux, c'est pour ça que j'ai pas joué les forces armées. Ma question, c'est après 100 ans, je suis curieux de savoir comment l'histoire de l'organisation après, comment cette histoire a pu impacter vos vies respectives. Parfois, j'ai l'impression d'avoir 100 ans. Non, je blague. Très bien. Je pense qu'on doit regarder toutes les personnes qui m'ont précédé, qui ont ouvert toutes les portes qui étaient fermées. En tant qu'une femme, j'ai joint les forces armées en 87 et puis il y a de très bonnes femmes qui ont joint avant moi. Il faut le reconnaître, dans la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y avait des femmes. Dans les années 70, les femmes pouvaient servir, mais après avoir été mariées ou avoir eu des enfants, elles devraient quitter parce qu'il y avait à peu près 5000 femmes dans l'armée. Mais là, l'occupation a commencé à s'ouvrir jusqu'à ce qu'elles soient autorisées à aller sur les combats et à aussi, voilà. Mais je dois dire qu'au départ, c'était très difficile pour ces femmes-là. Et pour la plupart d'elles, elles ne sont pas restées parce que c'était juste horrible, disons-nous la vérité. Alors moi, je suis ici aujourd'hui à cause de toutes ces femmes courageuses et dédiées et engagées qui ont ouvert les portes, qui ont permis à ce que moi, je puisse progresser dans mon emploi aujourd'hui. Alors donc, alors qu'on avance, je pense que ma fille n'aura pas à vivre les difficultés que moi j'ai vécues. Elle aura des défis, mais le bâton lui sera remis pour qu'elle puisse faire des différences pour l'avenir. Alors moi, c'est comme ça que je vois. De l'intégration à l'inclusion, pour moi, c'est fascinant. Et voilà. Et voilà. Avant que je ne laisse l'historien parler, une des choses au sujet d'être un chef, c'est l'histoire et puis les traditions. La bonne chose, c'est que quand une institution grandit, l'histoire et puis la culture peut changer aussi. Mais je pense que c'est important de rappeler l'histoire et de la garder vivante. Alors moi, j'ai été à des journées de souvenirs à Toronto, par exemple, et puis je suis intervenu dans une école et puis j'ai parlé de Barker, parce que Barker, il avait eu un des plus gros funérailles dans la ville de Toronto. Pas beaucoup de gens savent que quand il a fini
dans les forces de l'air. Il est devenu président de la Ligue de hockey. Alors, donc on peut dire qu'il y a un lien entre l'organisation et puis les Maple Leafs. Alors, il faut qu'on sorte et qu'on raconte nos histoires et notre histoire afin que notre histoire ne disparaisse pas. Ça, c'est très important. Il faut garder notre histoire vivante et que ça puisse inspirer quelqu'un à peut-être faire exactement comme Barker. Alors Ed, qu'est-ce que tu penses, toi? Mais alors Barker ne pouvait pas voler un avion, mais il était bon. Alors moi, je m'en vais au travail tous les jours dans ces avions-là et c'est impossible de ne pas sentir toute l'histoire dans cette structure-là. Les Canadiens ont servi. Les artefacts sont très importants et puis les musées comme ceci ont un rôle critique à jouer à faire vivre notre histoire. Alors, si les membres de l'armée qui peuvent voler les avions peuvent pouvoir raconter l'histoire de leur expérience, je pense que c'est très important d'utiliser l'histoire. On ne peut pas laisser l'histoire juste dans les livres, mais on peut bien le ranimer. Alors, est-ce que vous voulez faire la question Zoom, Erin? Moi, j'ai vu que vous avez 100 ans au milieu de votre diapositive. Il y a un poster qui montre tous les avions qui ont été volés. Il y a aussi un CF-150. Est-ce qu'il y a peut-être une surprise dans l'avenir à venir? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quel appareil sont en train de voler à Bankville. Mais je peux passer la question à Erin qui travaille ici au musée. Je sais qu'on a je sais que nous avons des avions et des appareils historiques, mais on peut chercher ça à savoir. Je ne sais pas si c'est juste pour vendre des tickets qu'ils vous montrent cet avion-là, mais je ne suis pas au courant. Alors, il y a une autre question par ici. Eh bien, d'abord, j'aimerais j'aimerais vous remercier pour votre service. C'est très bien. Ouais. C'était un très bel appareil. Ça a bien servi le Canada et c'était très agréable de voler. Et les Britanniques continuent à voler cet appareil-là. Alors, ma question, c'est que j'ai le privilège de faire partie de l'organisation du port des anciens appareils canadiens et j'arrive à jouer parfois avec ces appareils. Est-ce que l'habilité d'être agile dans tous les métiers, l'habilité d'être flexible dans tous les métiers va continuer d'exister au sein de l'organisation? Je pense que c'est cyclique. Et puis ça vient puis ça part. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile, mais par la suite, ça va changer. Et puis les forces de l'armée de l'air vont continuer à réussir. Je n'ai pas trop peur de budget. Je pense que c'est les gens qui font la différence. Alors nous allons diriger jusqu'à ce que nous atteignions le succès. Nous savons à quoi ressemble un Air Force 35, mais on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble l'équipement. Si vous regardez la structure sous laquelle nous fonctionnons aujourd'hui, c'est vraiment
sous une structure de la guerre froide. Mais bientôt, on aura il y aura des changements au niveau de l'aviation, puis peut-être qu'il va falloir qu'on revoie encore qu'est-ce qu'on fait. Il se peut qu'on n'ait plus besoin vraiment d'autant de pilotes. Il va falloir que... Est-ce que tous les 29 occupations sont toujours nécessaires? Faudrait-il faire des changements? C'est les gens qui travaillent en tant qu'une équipe, c'est pas les gens individuellement, donc ils peuvent apporter beaucoup d'expérience à l'équipe. Et puis, en tant qu'équipe, on peut beaucoup accomplir et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir survivre et continuer. Alors, nous, on a 2 questions de ceux qui sont en ligne. Il y a quelqu'un qui a 48 ans. Est-ce que 48 ans, est-ce qu'il peut joindre l'armée? Et la réponse est oui. Mais Richard, en ligne, demande, est-ce que vous avez vu une évolution significative au niveau des performances? On a changé tout récemment comment on évalue les humains, les gens. On veut du leadership inclusif. Avant, on regardait la compétence, mais on ne regardait pas le caractère. Maintenant, mais là, c'est le caractère qui est la base et on peut vous enseigner la compétence. Alors, comment est-ce qu'on récompense un leadership inclusif? Alors, ce n'est plus une question de finir bien le job, mais c'est comment vous finissez le job. Alors, donc, on a changé notre façon d'évaluer et pour moi, je pense que c'est une très bonne un gros changement pour les leaders et les dirigeants de demain. Il faut pouvoir diriger avec de l'empathie, de la compassion, de l'humilité et de la vulnérabilité pour réussir. Surtout quand vous êtes avec des humains que vous dirigez. On n'est pas des équipes de fer. Il faut pas être individualiste et puis vouloir juste accomplir le travail à n'importe quel prix, mais nous sommes en train de mettre beaucoup l'accent sur les équipes et sur les dirigeants inclusifs. On les reconnaît et puis on leur donne des opportunités de gestion. On les récompense donc. On récompense ce qu'on veut voir en augmentant le nombre de leaders inclusifs. Alors donc, vous voyez, les nouvelles troupes vont regarder le leader et puis vont essayer de répéter ce que ces gens font. C'est ça. Moi, je pense qu'il y aura un gros changement et puis c'est un bon changement dans le futur. Alors, les succès d'opération, c'est ce que nous sommes en train de viser et puis la diversité est donc importante pour pouvoir avoir cet atout-là. Je pense que une chose qui est importante au niveau de l'aspect humain, c'est si vous regardez les métriques et les chiffres, notre branche, notre succursale de maintenance peut voir est-ce que nous pouvons nous pouvons évaluer si nous avons la capacité d'accomplir toutes les cibles que nous nous sommes données et voir si on peut réallouer de l'argent, des moyens ou... Donc, nous faisons en fait de l'analyse de données et puis avec la numérisation, nous aurons des données, mais il va falloir bien les interpréter. Donc, nous essayons d'apprendre à extraire les meilleures données pour pouvoir mieux les interpréter. Y a-t-il quelque chose d'autre? Alors, pour nous, oui, c'est être inclusif, regarder le caractère des individus, c'est très important. D'un point de vue d'un pilote de niche, c'est quelque chose qui ne change pas beaucoup, mais
les phases de test de l'entrée, de formation, et tous ces tests restent toujours pareils, à part des petits changements ici et là. Généralement, c'est la même chose. Une fois que la plateforme a peut-être changé, mais le processus structurel de formation d'un pilote n'a pas changé pour nous. Je pense qu'on peut prendre une dernière question et puis tout le monde va pouvoir se rendre dans le salon pour que la suite de l'événement continue là-bas. Alors, un micro qui s'en vient. Oui, merci. Bonsoir. Merci beaucoup. C'était une belle présentation. Merci aussi de nous avoir. Je m'appelle Jidefo et je travaille justement à l'Université d'Ottawa dans le développement. Et en écoutant justement l'histoire ainsi qu'aux présentations, l'une des choses que nous travaillons sur, c'est souvent aussi de pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons attirer et intéresser les générations futures. Et justement, ma question a à voir avec je voulais justement savoir, est-ce que vous avez déjà peut-être travaillé sur justement une coopération pour voir comment est-ce que la majeure partie des jeunes pourraient justement participer à travailler ensemble pour pouvoir travailler sur cette promotion? Oui, une fois de plus, en ce qui concerne justement de pouvoir aller dans l'armée normale, vous pouvez, ce n'est pas un engagement que vous devez prendre à vie. Vous pouvez toujours aussi faire des réserves, être réserviste. C'est souvent tout simplement au cours des soirées et des journées. Et puis, pour ceux qui sont des spécialisations, ça peut être aussi justement des moments où vous pouvez tout simplement participer. Vous n'êtes pas toujours obligé. Il y a plusieurs différents services dans lesquels les individus peuvent participer. Et il y a aussi, bien sûr, plusieurs, par exemple, contractants qui travaillent avec l'armée. Nous avons, bien sûr, des équipes complètes et c'est plusieurs opportunités d'emploi qui peuvent être offertes. Et bien sûr, n'hésitez pas et nous serons très heureux de pouvoir justement vous compter. I wouldn't want to use je voudrais pas utiliser justement le mot usé, mais nous serons très heureux de pouvoir profiter de vos compétences. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci beaucoup à nos panélistes et nous vous retrouvons dans le lobby.